Le président de la République est revenu au pays samedi dernier après une tournée de 72 heures en Espagne. Lors d'un point de presse au salon diplomatique de l'aéroport, Michel Martelly a dressé un bilan positif de ces nombreuses rencontres. Le chef de l'État a fait remarquer qu'une allocation de 50 millions d'euros en assistance aux petites et moyennes entreprises, la formation de professeurs haïtiens sont entre autres les promesses faites par les autorités espagnoles à Haïti. Et tout le monde a l'impression que vous voulez marcher avec Haïti. Encore une fois, nous tournons à boule là, nous laguons boule là dans le pied haïtien. Je dis nous que l'attitude nous a déterminé côté n'a privé demain. Donc veillez attitude nous. Assurez-nous que ça n'a fait, c'est ça bon pour Haïti que n'a fait. Réagissant sur la pétition signée par un groupe majoritaire de 16 sénateurs, déclarant irrecevable le dossier du Premier ministre désigné, le président estime que non seulement cette décision n'est pas conforme à la loi, mais aussi la forme utilisée par ces derniers est inélégante. Monsieur Martelly en a profité pour réaffirmer sa confiance en Bernard Gousse comme Premier ministre. Si je suis un geste d'esprit pour me 10 noms, mes amis, les parlementaires, les commissions, ils ont retiré 7 noms. Dans 3 noms critères, ça veut dire que n'importe qui est dans le cas bon. Il paraît que il y a 16 ou 17 parlementaires, 16 qui disent que M. Gousse n'a pas besoin de venir. Je me fais là, moi-même, sous forme constitutionnelle. Et il y a moyen tout pour nous discuter. Il y a des carrés Et troisièmement, je pense que, à part que le pas élégant, peut-être que il n'est pas conforme à Jean le fait là. Dans l'équipe, commission qui travaille pour la présidence, je crois que jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est jouet qui a fait, si c'est politique, mais d'après l'équipe PAM, nous avons près de 18 sénateurs qui paraissent pour ratifier M. Gousse. Encore une fois, est-ce que c'est vote, est-ce que c'est politique? C'est le lever meilleur en l'air devant le peuple, là, devant la nation, que nous connaissons. Mais pour le moment, d'après les négociations, d'après les consultations, nous avons près de 18 sénateurs qui prêtent. Le conseiller spécial du président de la République, maître Grégory Mayer-Paul, appelle les parlementaires à oublier leurs ressentiments personnels envers Bernard Gousse. Intervenant ce lundi à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, maître Mayer-Paul rappelle que le Premier ministre désigné par le président Martelly a été choisi en consultation avec des parlementaires. Le président, avant de désigner Bernard Gousse, a eu à faire des consultations. Son équipe mise en place a eu à faire des réunions, des consultations pour pouvoir s'assurer que M. Bernard Gousse sera bel et bien ratifié. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une certaine lettre ou d'une certaine je ne sais plus quoi qu'on prétendrait être une pétition qui aurait été signée par 16 parlementaires, je ne sais, s'appuyant sur je ne sais quel texte. Ceci laisse planer une certaine prédisposition pour rejeter sous des critères personnels, sans penser pays, sans penser constitution, sans penser intérêt commun. Donc, je pense que quand même, j'espère, je veux croire, je souhaite que les parlementaires vont se reprendre et qu'ils verront que ceci ne peut pas se faire de cette manière, car il ne faut pas fouler aux pieds les textes constitutionnels. La pétition signée par les 16 parlementaires déclarant irrecevable la désignation de Bernard Gousse comme prochain chef de gouvernement n'influence en rien le processus de ratification, c'est ce qu'a fait savoir le président du Grand Corps, Rodolphe Joisil. Toutefois, Maître Bernard Gousse est attendu ce mardi 12 juillet au Parlement pour faire le dépôt de ses pièces. Le sénateur Joisil estime nécessaire que la présidence, le Premier ministre désigné et les signataires de la pétition s'asseyent afin de trouver une entente politique. Nous pas de suite pour nous à des sénateurs. Ça veut dire que le désigne un Premier ministre ou une commission qui a étudié le dossier.
Et les commissions finies, commission 1, elle présente le rapport par devant l'Assemblée. Maintenant, l'Assemblée pour voter pour ou bien contre. Mais déjà, nous avons 16 personnes dans l'Assemblée qui disent nous que nous allons voter contre. C'est une opposition contre le profil du Premier ministre désigné. Oui, une opposition contre le profil du Premier ministre désigné. Donc, il dit que, et ceci, politiquement, il y a une explication parce que, quel que soit le dossier étudié, il dit qu'il ne pas voter pour lui. Mais cependant, M. Gous a une possibilité pour continuer à parler ensemble avec tout groupe qui est dans le Sénat et pour capable, s'il est capable, ramener le sénateur Sayo, ou montrer là, non, bon, pas lui. Qui, à mon avis, je ne vais pas jugement pour ça, mais il faut continuer à travailler pour voir si au moins il est capable de bénéficier de votre sénateur Sayo. D'autres sénateurs se disent prêts à accorder un vote favorable au Premier ministre désigné si ces pièces sont conformes aux exigences de la Constitution. Tour à tour, le premier sénateur du centre, Francisco de la Cruz, et le sénateur de la Grand'Anse, Andris Richer. Puisque le processus là, c'est déposer documentation, analyser documents, maintenant voter politique générale, automatiquement moi-même, M. Gous, répond à Samta Karele, ça a demandé dans l'article 157 de la Constitution. Maintenant, pour politique générale, côté que je me retrouve dans le département, par rapport à doléance, par rapport à ça que je gagné comme nécessité, je garantis, moi, je vote. Je crois que dans ce pays, nous avons quand même besoin d'un minimum de respect pour des gens qui font effort, des gens qui à l'école, des gens qui ont aimé que la société ça a marché, non certaines droitures. Alors, dans ce sens-là, je ne crois que des intellectuels comme les sénateurs, capables de prendre des positions comme ça, sans qu'on ait une chance, même pour tendre. D'ailleurs, le dépôt des pièces, ça veut dire quoi? Quelqu'un vient déposer et pièce eh bien, si pièce est normale, vous faites pour ratifier. Vous prenez pour tendre monsieur A au moment de sa politique générale. Maintenant, la démarche, pour moi, est faite pour le continuer. Et j'espère que M. Matéli ne va pas prendre la même position que le prend avec M. Ouziéa et que le prend la position pour que normalement, Gous soit défendu du bec aux ongles. Le pays a besoin d'un gouvernement et c'est le plus rapidement possible. Moi, j'encourage les sénateurs à avancer et les avancer là bon à la fois pour l'institution dans laquelle on a évolué et là bon tout pour eux et là bon pour le pays. Le sénateur Evalier Beauplan maintient sa position en ce qui concerne le choix de Bernard Gous comme Premier ministre. Le parlementaire entend accorder un vote défavorable à M. Gous, que ses pièces soient correctes ou non. Il y a 16 sénateurs qui disent profil ça, il n'y a pas remel. Et il n'y a pas envoyé notre bail Michel Matéli en tant que président. Nous n'avons pas de droit pour nous écrire président, pour nous voir dire par le Premier ministre là. Tout comme nous n'avons pas de droit pour nous écrire président de l'Assemblée nationale là, pour nous dire pas accepter le ministre. Responsabilité nous gagnons, nous prenons un vote, nous avons fait temps perdu, pour capable gagner du temps, nous dit tout public là, mais qui vote n'a bail. D'où si président parle perdre du temps, Jean-Mouni a dit dans la rue, c'est un besoin perdu, l'a changé, ils vont leur profil. Mais s'il va voyer, donc l'a voyer là, l'a tombé, et on nous admet pas hypothèse, il va tomber. Ça va intéresser moi, il va tomber. Ça qui intéresse, c'est que je vote, que moi, je dis, peuple haïtien, mais qui vote, nous allons bail. Vote, pas maintenant. La commission Justice et Paix de Port-au-Prince dénonce la passivité des autorités judiciaires qui se sont révélées inefficaces sur le plan de la justice durant ces 9 dernières années, notamment dans la région métropolitaine. La commission précise qu'en 9 ans, de 2002 à 2011, 6000 personnes ont été tuées, dont 4900 par balle. Écoutons ce reportage de Jacques Bourdeau. De juillet 2002 à juillet 2011, sur une période de 9 ans, plus de 6000 personnes ont été tuées par arme à feu et par arme blanche dans la région métropolitaine. D'autres, au contraire, sont mortes accidentellement, selon un rapport publié par la Commission Justice et Paix de Port-au-Prince. L'Organisation de défense des droits humains révèle également que du nombre des personnes tuées, 4900 ont été tuées par balle, dont 169 policiers. L'un des responsables de Justice et Paix, Maître Rovelson Apollon. Si on est dans un pays côté que c'est impunité qui a régné en maître et seigneur, pas qu'il y ait un résultat. Et si l'impunité est présente comme ça, donc nous comprenons que tout citoyen inquiet. Le fait que inquiet, donc, c'est-à-dire que le bagage va marcher.
La commission dénonce durant ces dernières années le laxisme des autorités judiciaires qui, explique-t-elle, abandonnent les citoyens à eux-mêmes. Pas comprendre que tout le monde a mouru, combien d'actions publiques mettaient en mouvement, combien d'enquêtes qui concluent que mais tel monde qui est coupable, qui mérite d'être jugé, condamné pour réparer le tort causé à la société. Nous ne pas ça. Donc, le fait que ça a présenté, nous posons un paquet de questions. Parmi toutes les questions posées, on dit que est-ce que les organisations criminelles sont plus organisées par rapport avec les institutions policières là? Est-ce que la police n'est pas gagné un service de renseignement qui est valable, qui permet qu'une cabine monte la porte par rapport à tout ça qui arrive? Et qui rôle est-ce que la joue tout par rapport à tout ça pour permettre que les citoyens en confiance? Crimes et violences, c'est ce que vivent les pauvres anciens quotidiennement, faire remarquer justice et paix. Nous prenons un exemple clair. Depuis 6 heures du soir, tout le monde entre la caillou. Donc, pas de la vie nocturne. Pas de sécurité qui pose. Pas même 6 heures du soir. Gros journée, n'importe un simple bandit avec une arme, il mettait 1000 personnes en échec. Tout le monde a couru, on a 38 personnes, a couru. On grand monde de faction. Donc, peur habiter nous. Pas de sécurité dans le mental, parce que même en tant qu'autorité, on va travailler pour mettre sécurité dans le mental citoyen. Pour combattre cette situation de crimes et de violences, à Port-au-Prince, Justice et Paix fait des recommandations. Il doit y avoir une plus bonne prévention qui pour limiter les actions répressives. Ensuite, ce n'est pas seulement l'action répressive qui est important. Il faut qu'il y ait du social aussi. Parce qu'en deux quartiers populaires, on vivent très mal. On ne pas vivre très bien. On vivre dans des conditions de précarité qui sont vraiment graves. On ne pas l'État pas présent. Donc les actions doivent gagner plus d'actions sociales qui mènent côté citoyen tout pour permettre qu'on lui ait d'espoir qui arrive côté eux pour vivre, je sens à vivre. Et pour marquer cette journée de réflexion sur la justice, la commission a illustré cette situation de violation de droits humains et de violence à Port-au-Prince par un sketch. Célébration ce 11 juillet de la Journée mondiale de la population. Une journée de réflexion a été organisée par le FNUAP et l'ANASPOD autour du thème 7 milliards dans le monde, plus de 10 millions en Haïti, défis communs. À partir d'octobre 2011, la population passera à 7 milliards dans le monde, selon des estimations faites par des démographes. Alors qu'en Haïti, la barre des 10 millions a déjà été franchie, selon ce qu'a fait savoir le président de l'Association nationale des spécialistes en population et en développement, qui se montre préoccupé. Dieu-Tess Demostène fait le point. Là, nous regardons le volume monde qui gagne dans le pays à quantité de ressources pays à gagner, il y a un déséquilibre. Parce que monde pour vivre un ensemble de conditions qui pour moun gagner pour vivre. Quantité moun nou gagne là yo, c'est pas yo qui problème nan. C'est capacité l'État pour lui organiser pour que lui permette moun yo vivre, créer conditions favorables pour une qualité de vie raisonnable. Pour le conseiller technique du Fonds des Nations Unies pour la population, Gabriel Bidguin, cette augmentation de la population est certes une préoccupation, mais elle peut être aussi considérée comme une opportunité. Parce que de plus en plus il y a jeunesse, si on voit le monde et la relation avec le... Ce n'est pas un problème alimentaire. La crise alimentaire de 2008 n'avait rien à voir avec la population parce que sinon, en général, on criminalise les femmes et la population n'a rien à voir. Le problème, c'est parfois la distribution des aliments. Ce qu'on voit, c'est l'occupation de l'espace, c'est la distribution qui vient sur les métropolitaines. Préoccupation ou opportunité, des propositions sont faites au chef de l'État par le biais d'une lettre ouverte qui lui a été adressée afin d'attirer son attention sur la nécessité de mettre en place une institution capable de planifier et coordonner la politique du pays en matière de population. À noter que c'est autour du thème 7 milliards dans le monde, 10 millions en Haïti, défis communs, que le FNUAP et l'ANASPOD ont célébré ce lundi 11 juillet la Journée mondiale de la population.
Et dans l'actualité internationale, des manifestants soutenant le régime syrien ont attaqué ce lundi les ambassades des États-Unis et de la France à Damas. Ils entendaient protester contre la visite des ambassadeurs de ces deux pays à Hama, ville qui est le centre de la contestation contre Bachar al-Assad depuis 4 mois. Reportage Euronews. Les ambassades américaines et françaises prises pour cible par des manifestants pro-Assad. Jour après les visites séparées des deux ambassadeurs à Hama pour soutenir les manifestations pro-démocratie dans cette ville, des partisans du régime ont accroché des drapeaux syriens sur l'ambassade américaine. Des manifestations hostiles avaient déjà eu lieu la veille devant les deux représentations diplomatiques. Les autorités américaines se sont plaintes de la passivité des forces de police syriennes. À l'ambassade de France à Damas, des vitres ont été brisées, des manifestants ont tenté d'enfoncer la porte avec un bélier. Une voiture du personnel a été endommagée et 3 personnes sont légèrement blessées. L'explosion d'une cargaison d'armes iraniennes entreposée à Chypre a fait 12 morts et 62 blessés ce lundi. La déflagration a fortement endommagé la principale centrale électrique de l'île. Elle a aussi détruit des véhicules et des bâtiments dans les villages les plus proches. Il s'agit de l'accident militaire le plus grave dans ce pays depuis l'invasion du nord de Chypre par la Turquie en 1974. Au dire des autorités chypriotes, c'est le pire accident militaire depuis près de 40 ans. Une série d'explosions qui ont secoué ce lundi la grande base navale dans la partie chypriote grecque. 12 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées. Le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours. Le président s'est rendu sur place pour témoigner son soutien aux victimes. Il a aussi pu constater les dégâts très importants. La principale centrale électrique située à proximité a été partiellement détruite, ce qui entraîne de nombreuses coupures de courant dans l'ensemble de l'île. Le drame s'est produit dans un dépôt de munitions. Apparemment, un feu s'est propagé à un bâtiment dans lequel étaient stockées des armes en provenance d'Iran. Elles avaient été saisies en 2009. Plusieurs officiers s'étaient inquiétés ces dernières semaines des conditions dans lesquelles ces munitions étaient stockées. Peu après l'accident de ce lundi, le ministre de la Défense a